Salut à tous, bienvenue. Il s'appelle André Pérez, dit Dudus. On va parler un peu de son parcours d'Alia. Il est déjà depuis 26 ans en Israël. Lui qui était un fou amoureux de son pays natal, la Tunisie. Eh bien, restez avec nous, on va en savoir plus sur son parcours. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors André Pérez, on dit Dudus ou André Comme tu veux. Comme tu veux. Bon, tout le monde dit Dudus. Ouais, Dudus. Bon, alors ce sera Dudus. Maintenant, j'ai encore Même en Israël, on dit Dudus. Choua m'appelle ici. À la synagogue, Choua. Choua. Mais pourquoi? Parce que c'est mon nom biblique, Choua. D'accord, ok. Choua. Alors, vous êtes arrivé ici il y a 26 ans. C'était pas tellement au programme, mais c'est vrai que lorsque vous étiez jeune en Tunisie, vous êtes né en 1932. On peut dire votre âge, vous avez 88 ans. Donc, vous en avez vu beaucoup. Vous avez connu la guerre aussi en Tunisie, les Allemands, l'occupation allemande par l'armée de Rommel. Et c'est vrai que quand vous étiez en Tunisie, vous lisiez la presse avec avidité sur tout ce qui concernait Israël. Tous les jours, tous les jours. Vous aviez quel âge à cette époque-là? J'avais 32, 42. J'avais 13 ans. 13 ans. Juste après la guerre. Hein. Qu'est-ce que vous lisiez comme journal? Tunis Soir. Tunis le soir, ça veut dire Tunis le soir. Et alors, on parlait de la Palestine à l'époque? On parlait de ça tous les jours. Toujours. C'était avant l'indépendance. Il faut vous rapprocher du micro, comme ça on va mieux. C'était avant l'indépendance. Je suivais les événements qui se passaient en Palestine tous les jours. Qu'est-ce qui vous intéressait? Surtout l'effet militaire de l'Irgun. J'étais fasciné par l'Irgun. Fasciné. Ça vous faisait rêver, quoi. Et l'Irgun, il faut le dire aujourd'hui que si on a un État, c'est bien grâce à Begin. Parce que, si vous le permettez, Ben-Gurion avait accepté l'autonomie interne. Begin a dit, tant qu'il y a un Anglais sur le sol de Palestine, je ne pose pas les armes. Vous le savez ça? Ben oui. Bon. Et ça, il faut que les gens le sachent. Alors, vous étiez fasciné par la politique, par les mouvements, on va dire, militaires qui précédaient la création de l'État, mais vous étiez aussi fasciné par, on va dire, les marécages qu'on était en train d'assécher et le pays qui prenait forme. Parce que je me demandais comment pouvait-il assécher ces marécages. Vous n'arrivez pas à comprendre? Je connais pas. Je lisais les journaux. Je me souviens des articles. Ils drainaient les marécages. Ils plantaient surtout des eucalyptus. Ouais. C'est connu ça, les eucalyptus, c'est pour le drainage des choses. Et changeaient toujours cette image, les marécages, les eucalyptus. Et moi, quand je vois ici tous ces beaux arbres-là, je dis quand même, c'est grâce à ces arbres qu'aujourd'hui on a un pays. Exact. C'est la vérité, il faut le dire. Et ça vous plaisait, quoi, à l'époque. Bon, alors, vous avez passé beaucoup de choses. Vous adoriez la Tunisie. Hein, vous aviez une vie de rêve, comme vous aimez le décrire. Il faut être honnête, j'y suis né là-bas. J'ai eu la chance et le bonheur d'être né dans une famille où j'avais des parents super extra. Ouais. On ne manquait de rien. Donc, vous faisiez quoi? Les copains, la belle vie, la pêche. La pêche. Mais des moments, j'ai honte de moi parce que j'étais trop gâté. Approchez-vous du micro. Voilà. Des moments, j'avais peut-être honte de moi parce que j'étais trop gâté de mes parents. Trop. J'avais ce que je voulais. On m'a tous pareil. Hein. Ouais. C'était une belle vie, quoi. C'était la belle époque. Chez nous, mes amis venaient à n'importe quelle heure à la maison. Ouais. Il y avait toujours à manger. Toujours à boire. Il faut dire que vous êtes issu d'une fratrie de 10 enfants, donc pas facile. Alors ça, c'est les souvenirs que vous avez, mais vous avez aussi, avec votre famille, traversé la guerre, donc l'occupation allemande en Tunisie. Alors c'est pas forcément, en tout cas vous ne l'avez pas vécu forcément comme les autres, parce que vous étiez un tout petit garçon et vous avez sympathisé avec un Allemand. Donc ça paraît quand même incroyable, alors que il savait très bien que vous étiez une famille juive.
je peux affirmer que j'ai vécu la guerre. J'avais 10 ans, je me souviens de tous les détails. Mais justement, je ne pense pas que tous les enfants de 10 ans ont sympathisé avec un soldat allemand. Non. Voilà. Je peux dire que vous a sauvé la vie en plus. J'étais le seul. Comment vous l'avez connu? Eh bien, je te l'ai dit, ma mère, elle est sortie pour acheter des œufs, là, dans la place du petit village, là. Ouais. Et il y avait des Allemands. Elle se dirige en arabe. Donne-moi des œufs. Elle lui dit, toi, Yoden, toi, juif, je ne te vends pas des œufs. Alors ma mère, elle a pris peur. Ouais. Elle est vite rentrée à la maison, elle n'a pas demandé son reste. Hein. Ouais, parce qu'il y avait des Allemands partout, et elle s'est dit, ils vont m'arrêter. Partout, 5 minutes après, on tape à la porte. Tape à la porte. Elle voit par la fenêtre de la porte un Allemand baraqué. Elle dit à ma soeur, arrête, ça y est, ils savent qu'on est juifs, ils vont nous tuer, ils vont nous arrêter. Elle ouvre, obligatoire, ouais. Et on voit cet Allemand-là qui lui tend des œufs enveloppés dans du papier journal. Ma mère dit non, prenez, madame. En français. Prenez. Elle ne pouvait pas refuser. Elle dit, combien je vous dois? Rien, madame. Il nous a séduit, il est reparti. Et après, il nous a pris d'amitié. Et 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, il venait nous rendre visite. C'est incroyable, comme ça. Dès qu'il rentrait, il retirait son ceinturon. Parce qu'ils avaient tous une arme sur eux. On aurait pu le tuer, enfin, parenthèse. Ouais. On mangeait. C'était pas un peu difficile par rapport aux autres juifs qui vous entouraient ils devaient bien voir que vous receviez un Allemand 2 fois par semaine. C'était un peu dur à expliquer Non. Rien. Et il y avait bien des officiers allemands qui vivaient chez des familles juives à Tunis. Hein. C'est vrai. Des officiers allemands qui vivaient. Donc vous avez vraiment sympathisé, vous alliez avec lui dans le campement, enfin dans. Moi, j'allais le voir là-bas dans la villa. Je rentrais, j'étais seul à rentrer. C'était bourré d'Allemands. Hein. Ouais. Jamais la moindre remarque. Et il savait que vous étiez juif. Oui, c'est sûr que c'est quand tu es juif. Bon. J'imagine on était que curieux. Regardez, je vais te raconter une anecdote qui est fantastique. J'ai mon beau-frère, c'était une grosse tête. Ils sont rentrés dans un campement allemand. Ok. D'ailleurs, chez nous, c'est pas c'est bourré. Ils ont chapardé de l'outillage. Ils ont chapardé dans un camp allemand de l'outillage. Ils sont repartis. Aucune réplique. Il n'y a rien eu. Rien. Imaginez-vous un seul instant, en France ou en Pologne ou n'importe où. Ah bah oui, non, c'est sûr que tout le village aurait été fusillé. Ben c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Vous avez eu de la chance, en tout cas, c'était... Vous avez eu de la chance, clairement, quoi. Je le répète à tous mes amis, on peut remercier le bon Dieu de nous avoir fait occuper par l'armée de Rommel. Parce que je vais vous dire une chose. Rommel, il était en fin de carrière. Rommel, je ne sais pas si vous avez lu le livre La Villa Jasmin. Non. Bon. Je ne sais pas si je peux le dire. Rommel était plutôt occupé avec les femmes, très occupé. Enfin, je peux pas dire ça. C'était votre chance. Ça a été votre chance. Ça a été votre chance. Ouais. D'un autre côté, il y a eu le baie de Tunis et l'amiral Esteva. Il essayait de freiner les événements. On n'a jamais... Je vous garantis. Alors, ça, c'est vrai. Bon, malheureusement, je crois qu'il y a un membre de votre famille qui n'a pas eu cette chance, puisque vous êtes apparenté au fameux boxeur Victor Young-Pérez, qui, lui, a payé de sa vie. Puis, il s'est choisi la mort. Il s'est choisi la mort en allant voir sa maîtresse. Sa maîtresse à Paris. Mais oui. Ben oui, mais je sais bien. Donc ça, c'était pour la partie de Tunis. Finalement, vous êtes arrivé ici il y a 26 ans parce que... Ouais. Je peux. Ouais. Une anecdote. C'était là, me tient à cœur. Mais il n'y a pas de problème, allez-y. C'était le Nouvel An.
On a fêté Noël et Nouvel An, une table royale. Chez vous? Chez nous, Ok. une fois chez le monsieur Geoffrey, des amis intimes, qui est une Ouais. très grande ferme. Ok, une fois chez vous. Et chez nous, Nouvel An. Et tous les jours, on avait droit à un bombardement, 2 fois par jour. Un bombardement terrible. Je sors pour voir. Dehors. Je sors. Je vois les avions, les projecteurs qui cherchaient leur cible. Ah oui, bien sûr. Les obus qui éclatent près des avions. Je sors et je vois près de ma villa un soldat Ouais. Allemand. Il mesure au moins 2 mètres par rapport à moi. J'imagine. Je m'arrête devant lui, il me regarde, j'ai aucune peur, rien. Je lui dis « Gut schlafen ». Il me dit « Gut schlafen », il me répond. Il me regarde, moi je regarde. Et il faisait nuit, hein. Ouais. C'était Ouais. 10 heures du soir. Il met sa main dans sa poche, c'est une image qui m'a jamais quitté. Je me suis même pas posé de question, qu'est-ce qu'il allait faire? Il retire de sa poche une boîte ronde, comme les boîtes des bonbons. de vache qui rit, Du fromage? du chocolat. Ah, du chocolat. Vous vous rendez compte, un Allemand qui donne du chocolat à un Juif, Ouais. C'est incroyable. c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va. Bon, mais ça a été votre chance, on va dire. De tous les Juifs en Tunisie. Ok. Parce que je voudrais porter précision. On me dit la Shoah. Je lui ai dit, il n'y a pas, le mot Shoah, c'est en Europe. On était sur la liste, mais on n'est pas passé. Vous avez échappé. Parce que je me rappelle, Babillard, en 2 jours, 70 morts. Ouais. En Tunisie, il y avait 110 000 Juifs. On dit que Romain n'avait pas de transport, c'est tout du cinéma. Alors, voilà. Ok, alors ça, on a fermé la parenthèse de la Tunisie. Oui. Bon, enfin, je crois que c'est pour vous, dans votre cœur, la parenthèse ne se fermera jamais, ça c'est sûr. Alors, vous avez toujours eu l'idée, malgré tout, de venir en Israël, mais vous avez fait un détour, hein, comme tout le monde, en France. Vous avez longtemps hésité, Paris, Nice, la Tunisie, vous avez fait des allers-retours, vous avez eu du mal à vous adapter à la France, à Paris en particulier, que vous n'aimiez pas du tout. Finalement, vous avez fait votre carrière à Nice. Vous avez fait plein de métiers, 36 métiers, on va dire, mais surtout représentant pour un négociant en vin. Voilà, vous avez fait ça pendant longtemps. Et puis finalement, un beau jour, votre fils, vous avez 3 enfants, votre fils vous dit, papa, je pars en Israël. Enfin, même pas, il vous met devant le fait accompli, il s'en va. Et vous, vous êtes un peu désemparé. Je vais vous dire comment il est parti. Moi, après ça, j'ai travaillé avec un neveu à Nice. Il avait une très grosse entreprise de radio Pointer. Ouais. On avait une petite fille qui était très malade. Et il est venu me chercher. On arrivait au bureau. C'est pour que... Et mon fils, alors là, je me suis mis à voyager tous les lundis, je prenais l'avion. Il m'accompagnait et il reprenait la voiture. Et je chantais quelque chose. Ouais, il vous a pas dit, hein. Il vous a pas dit je vais faire mon alia. Il vous a caché. Il avait peur de vous le dire. Je chantais. Bon. Et puis il venait me rechercher le jeudi soir. Et puis je téléphone un jeudi à la maison. Personne ne répond. Je téléphone chez ma fille. Ah, c'était violent comme départ. Corinne, personne ne répond. Elle est Nice. Je téléphone au pressing. Ah, mais papy, vous ne savez pas, Patrick, il part aujourd'hui, il est à l'aérodrome. Quoi? Puis il me pleurait. Comment il s'en va sans rien me dire? Ouais. Je décroche le téléphone. J'appelle Mme Janer, qui était directrice d'Air France à Nice. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, M. Pérez? Je lui dis, Janer, il y a mon fils qui part aujourd'hui. Il m'a rien dit. Il a des bagages. Faites en sorte qu'il passe et tu me rappelles. Directrice d'Air France. Ouais. Elle me dit, comment je vais le reconnaître, M. Pérez? Je lui dis, une qui passe sur la tête. Et puis il y a le... Ouais, bien sûr.
Elle a reconnu, elle m'a rappelé. Et puis, il m'a rappelé, il s'est mis à pleurer. Voilà. C'était une alia un peu bizarre parce qu'en général, quand même, on prévient les parents. Mais enfin bon, il a bien fait puisque finalement, 10 ans après, je le remercie. bien sûr, 10 ans après, vous l'avez rejoint une fois que vous étiez à la retraite après avoir mené une très belle carrière en France. Donc, est-ce que vous avez mené en Israël depuis que vous êtes là, à 26 ans, la même vie que vous aviez en Tunisie ou pas? Pareil. Je dis le matin, je me lève, je m'habille, ma femme dit mais tu te crois encore en France? Ah, ok. Tu vas travailler? Je dis oui. Je sors, je vais au bureau, Ouais, dans mes bureaux chez les amis. C'est le secret de la jeunesse pour vous. Ah oui, c'est ça? Ouais. Il faut toujours faire des choses. Alors, qu'est-ce que vous faites en Israël? Eh bien, parce qu'il y a plein de retraités qui sont un peu paumés, qui ne parlent pas l'hébreu, qui s'ennuient. Ils le veulent. Ils le veulent. Ah. Aller au canyon Nadar. Ils sont tous là-bas. Le café, le plus café, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Ça, pas du tout. Alors, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sors. Je vais chez mes petits-enfants, je vais dans tous les garages du quartier, je les connais tous. Vous parlez aux gens? Parce que moi, j'adore l'auto. Ouais. Parce que mon père, en Tunisie, c'était le seul à avoir une auto, avant la guerre, imaginez-vous. Alors, comment vous faites pour parler aux garagers si vous ne parlez pas l'hébreu? Je me débrouille très bien. Ça sort, ça vient. Ça vient? Ils savent. Ils comprennent. Quand ils me posent une question, ils me disent, Pérez, Ata Mechonaï Gadol, tu sais mieux que nous. Voilà, je suis né dans la voiture. Mes parents ont toujours eu des voitures. Donc ça vous est resté comme passion. Alors vous aimez aussi beaucoup la pêche. Vous faisiez de la pêche au gros en Tunisie à l'époque. C'est votre père qui vous a appris à pêcher, à vous, à tous vos frères et sœurs, je crois. En tout cas, à tous vos frères. Vous continuez la pêche ici? Oui, j'ai un neveu qui habite à Kiratata. Ok, dans le Nord. On salue Jean-Paul, voilà, ça lui fera plaisir. Mordechai, son nom hébraïque. Et c'est mon père qui lui a inculqué le virus. De la pêche. C'est un virus. Alors, qu'est-ce qu'on pêche dans ce fleuve près de Haïfa? Dans ce fleuve-là, à Haïfa, je crois qu'il s'appelle le Tiron, quelque chose comme ça. Et ben, il pêche du gros. Il pêche des loups, des bars, ce qu'on appelle en français. Il pêche, le mulet, ça, on n'en parle pas. Il pêche des cerfs. C'est un poisson qu'on pêchait très souvent en Tunisie, mais d'une époque à l'autre. Du mois de mai jusqu'à septembre. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Il retourne en Chine. C'est un poisson migrateur. Il retourne en Chine. Vous vous rendez compte? D'accord. Donc ici, vous l'avez retrouvé. Et alors, il a pêché des liches, des poissons de 6-7 kilos. Hein, c'est gros, des gros poissons. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce c'est un petit fleuve. Enfin bon, c'est pas mal, mais c'est pas la mer, quoi. Que le Tiron, c'était un fleuve pollué. C'est ça. Ils ont mis 7 ans pour le dépolluer. 7 ans. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des poules d'eau qui vivent. Un niche. C'est correct et propre. Ouais, quand on a des poules d'eau, ça veut dire que c'est nickel. On peut manger le poisson, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ouais. Et l'eau, ça a dû vous faire plaisir, ça, de voir ce fleuve redevenir... Mais je t'amène un jour, tu vas le pêcher, je t'amène. Alors justement, c'est très bien, parce que vous savez qu'il y a plein de retraités qui rêvent peut-être d'aller pêcher, mais peut-être qu'ils n'ont pas de copains, qui ne savent pas comment faire. Est-ce que vous êtes OK pour leur donner un petit coup de main, pour les emmener avec vous? Oui, quand ils veulent. C'est vrai? On part le matin à 6h, puis on rentre le soir à 5h. C'est votre activité préférée en Israël? Ah oui, la pêche. C'est vrai? Il y en a d'autres. Moi, j'ai habité à Jérusalem, c'est par rapport à mon fils. Hein. Sinon, j'aurais habité à Netanya. Vous auriez habité à Netanya. Que pour la pêche, pas pour la ville. Je précise. Hein. Ouais, bon, c'est quand même sympa, Jérusalem. Vous y êtes bien. Il n'y a pas plus beau que Jérusalem. Ouais. Plus beau, rien n'existe. Juste un partage, j'ai fait au mois d'août avec ma petite fille. On a été invité à un mariage à New York. J'étais déçu. Déçu de New York. À part Manhattan, 0. Vous préférez Jérusalem? C'est le paradis. C'est le paradis. Bon. C'est que les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas, nos juifs, en France et ailleurs.
Bon, en tout cas, nous, on était contents de faire un petit tour, voilà, de votre parcours d'Elia, un petit peu de votre vie, de parler avec vous un petit moment ce matin. On vous souhaite vraiment une longue vie jusqu'à 120 ans, plein de bonnes choses, entouré des gens que vous aimez, de vos petits-enfants, voilà, qu'on connaît bien ici, qu'on salue. Touriel. Mais bien sûr, Touriel, on l'embrasse. Et puis j'espère que vous allez continuer à pêcher, à faire plein de choses, à aider les gens, votre famille, ceux qui ont envie de vous contacter pour passer du bon temps avec vous. Parce qu'il paraît qu'on s'amuse bien avec vous. Croyez-moi, ils ne s'ennuieront pas. Bon, en tout cas, bonjour à votre femme aussi, qui regarde très souvent les émissions de Kalita. Je sais, ça alors. Voilà. Et moi, je vous dis franchement, je ne regarde jamais. Vous ne vous regardez pas, mais vous venez parler à la radio, c'est encore mieux. Ouais. À bientôt en tout cas. Merci Katie. De rien, ciao. Merci beaucoup. Bye, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.